Voilà, donc j'imagine que c'est parti. Nicolas, bonjour. Bonjour. Parmi les nombreuses idées que Béatrice a, elle en a à peu près une par demi-heure et encore, elle a eu cette idée de dire tiens, ce serait intéressant d'avoir une espèce de fil rouge avec Nicolas Cruau. Alors pourquoi Nicolas Cruau? On va expliquer. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles on va l'interviewer ce soir. La première raison, c'est que il va nous le redire, mais l'entreprise qu'il a créée, la start-up dont il a initié la création, elle est en plein dans le sujet de la transition environnementale, hein, puisque elle est dans le domaine, on pourrait dire, de l'économie circulaire, hein, du traitement circulaire des déchets. On va y venir dans un instant. Et puis l'autre aspect, c'est que on a toujours ce souci, on le disait, de donner des ressources, des appuis hein, aux enseignants des différentes disciplines qui participent au programme enseignement entreprise, et en particulier des enseignants de sciences économiques et sociales. Et c'est vrai qu'en économie-gestion, comme en sciences économiques et sociales, il y a des chapitres qui sont consacrés à la question de l'entreprise. Et en particulier, ce qui intéresse les profs de SES dans le programme, c'est la question du cycle de vie de l'entreprise. Et donc on s'est dit, voilà, ce serait intéressant de voir Nicolas pour les 10 ou 15 prochaines années. On le fait revenir tous les ans aux entretiens enseignants-entreprise et on regarde ce que devient son entreprise. Hein. Donc l'année dernière, on l'avait reçu, il en était au niveau de la start-up. Alors, il va nous dire où il en est maintenant et puis on verra année après année comment cette start-up va se transformer en une licorne, en une entreprise de taille intermédiaire et finalement en un grand groupe international où, il nous racontera, je lui souhaite, hein, ou comment il l'a vendu et qu'il est devenu rentier à 30 ans. Enfin, voilà, on va expliquer peut-être les difficultés aussi au fur et à mesure que la taille grandit, pour lever des capitaux, embaucher des salariés, etc. Enfin, donc c'est un peu cette idée hein, d'avoir un fil rouge qui nous réunira et qui nous ramènera Nicolas tous les ans. Alors, pour commencer, peut-être d'abord revenir un peu en amont parce que tout le monde n'avait pas forcément suivi l'année dernière. Nous rappeler donc ce qu'est Néolith. Alors d'abord, quelle est l'idée de départ? J'allais dire l'invention. Comment on en est passé à l'innovation et puis quelle est Néolith, donc la start-up que tu as créée l'année dernière, je crois, enfin où il y a en tout cas très peu de temps. Alors, donc je m'appelle Nicolas Cruau, donc je suis le président de Néolith. Néolith, à la base, c'est une idée qui vient moi de mon père, qui est moi je suis ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique, mais l'inventeur c'est pas moi, c'est donc mon père qui est lui tailleur de pierre. Maçon tailleur de pierre en Anjou. Et donc en fait il est parti du constat que en Anjou les tailleurs de pierre ils taillent des pierres blanches calcaires qu'on appelle le tuffeau, qui sont les pierres traditionnelles des châteaux de la Loire. Et il s'est rendu compte que finalement ce tuffeau c'était des déchets des dinosaures, des Crétacés, genre les petits poissons et les algues du Crétacé, qui sont sédimentés et fossilisés avec le temps pour obtenir un matériau minéral utilisable, exploitable par les maçons et les tailleurs de pierre depuis des générations. Et il s'est demandé si finalement ce procédé de fossilisation de ces déchets biologiques, on pouvait pas l'appliquer de la même façon mais accéléré sur nos propres déchets à nous, nos ordures, nos poubelles qui nous embêtent, finalement pour faire un matériau qu'on pourrait réutiliser dans la construction. Et donc, c'est à peu près ce qu'on a fait. L'idée lui est venue. Il a conceptualisé le projet. Et finalement, donc ce qu'on fait nous chez Néolith, c'est on développe ce fameux procédé de fossilisation accélérée qui permet de prendre à peu près n'importe quelle poubelle ménagère ou industrielle et par un procédé donc qui est un peu biomimétique, hein, qui s'inspire de ce que fait la géologie, permet de le transformer en un caillou comme celui-ci qu'on appelle anthropocyte, granulat de l'air anthropocène. L'air anthropocène, c'est l'air des hommes, là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc ces cailloux, ensuite, ont les mêmes propriétés que des cailloux standards de la construction, donc peuvent être utilisés pour faire des bétons, pour faire des routes. Le gros intérêt du truc n'étant pas spécialement de faire du caillou pour faire du caillou, mais surtout d'arrêter d'enfouir ou d'incinérer les poubelles, parce que c'est ça le vrai problème. C'est pas qu'on manque de cailloux spécifiquement, c'est que quand on traite les déchets, aujourd'hui, on sait pas faire quelque chose d'autre que enfouir ou incinérer. En France, grosso modo, il y a 30 millions de tonnes de déchets qui sont traités chaque année, non recyclables. La moitié est incinérée, avec récupération d'énergie, mais faut imaginer que c'est une sorte de centrale à charbon dans toutes les villes de France. Donc c'est assez conséquent en termes d'émissions de CO2. Et l'autre moitié est juste enfouie dans des décharges, ce qu'on appelle souvent les décharges à ciel ouvert, là, qui nous font un peu penser aux pays un peu plus pauvres. La réalité, c'est que la moitié de nos poubelles sont dans des trous avec les colonies de mouettes qui viennent picorer ce qui se décompose. Donc voilà un peu l'idée. Et donc la fossilisation, ça permet d'arrêter ça sur tous les types de déchets qui sont concernés,
de façon économiquement rentable. On fait pas ça pour que la collectivité paye 3 fois le prix. On est au prix de marché et de façon surtout industrielle et industrialisable très rapidement. Voilà, donc on a l'idée qui vient du père, l'idée et l'invention, on va dire d'une certaine manière, l'innovation. Alors ensuite, comment justement on industrialise? C'est-à-dire, en gros, quel est le processus? Puis la création de la boîte, c'était quoi au départ? Est-ce que on construit des usines? Est-ce qu'on vend un savoir-faire? Comment ça s'est passé au départ? Puis ensuite, on verra comment ça s'est développé. Alors, la boîte elle-même, elle a 3 ans maintenant. Donc on l'a créée quand j'étais encore à l'école avec donc mon père et un troisième associé qui est lui un ingénieur environnement de AgroParisTech. Donc on était 3 il y a 3 ans, on était 3 encore jusqu'à il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est une société, donc une start-up industrielle de 70 salariés. On devrait être 120 d'ici la fin de l'année. Donc on est sur la phase industrialisation. Faut quand même que j'explique, comme tu l'as dit, le procédé. En gros, le procédé, assez rapidement, c'est on prend la poubelle en mélange, on va la broyer jusqu'à en faire une sorte de farine de déchets, donc quelque chose de très fin, qui rappelle finalement la décomposition en petites particules des végétaux et des poissons du Crétacé. Une fois qu'on a cette matière très fine, on va pouvoir la faire réagir avec des liants minéraux, qui sont là, nous, notre cœur de savoir-faire, notre espèce de sauce secrète, qui va permettre de transformer la matière et la minéraliser. Donc en fait, à la fin de la réaction, ça fait une sorte de pâte minérale, une sorte de pâte à modeler minérale. Et cette pâte à modeler, vous allez pouvoir l'extruder sous pression. Donc en gros, presser très fort dessus pour en faire des petits blocs comme ça. Et ces petits blocs, après une période de maturation, en gros d'une dizaine de jours, ils sont aussi solides que des cailloux normaux. Et donc c'est simple, c'est vraiment réduction à l'état de poudre, liaison avec notre fameux liant et extrusion. Et tout ça sans chauffe. Donc on fait pas des cailloux parce qu'on a tout cramé et du coup il reste que du caillou dans les cendres. C'est vraiment un procédé comme ça. Et donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc je disais on est 70, mais surtout on a un site industriel, ce qu'on appelle un fossilisateur, qui est aujourd'hui expérimental mais qui tourne en démonstration, qui permet de traiter 5000 tonnes de déchets par an. À la fin de l'année, on doit en installer le premier commercial, à côté de chez nous également. Nous, on est en Angevin, du coup. Et l'année prochaine, on doit en livrer 25. Donc là, on est sur la phase de transition. On a fini la grosse R&D, grosso modo, la R&D fondamentale. Et on apprend le métier d'industriel, parce que notre métier, nous, c'est de construire des usines, ces fameux fossilisateurs. Et ensuite alors on les vend pas, mais si tu veux, c'était peut-être l'objet de ta question. En gros, nous on est tout à l'heure, c'était Monsieur Moati qui parlait d'économie de la fonctionnalité. On a changé notre modèle économique par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on se disait on est équipementier, on va construire nos usines et puis on va les vendre. Puis derrière, on aura un récurrent qui est notre fameux liant spécial. Et donc ça fait un peu le côté machine à café, quoi. Je vous vends la machine à café, après je vous vends les capsules. C'est intéressant d'un point de vue économique. C'est intéressant parce que c'est le client qui porte le capital. Un fossilisateur, chez moi, ça coûte plus d'1 million d'euros. Donc, si je veux en déployer 25 l'année prochaine, je préfère quand c'est le client qui porte le capital. Mais finalement, c'est pas optimal d'un point de vue économique parce que on va pas pouvoir aller chercher toutes les améliorations qu'on voudrait sur notre installation. Si par exemple, j'avais une super innovation l'année prochaine qui permettait de doubler la durée de vie de mes fossilisateurs, j'aurais pas forcément envie de l'implémenter naturellement parce que ça veut dire que je vais le revendre mon fossilisateur dans 2 fois plus de temps. Et donc ça, c'est des choses qui sont intrinsèquement incompatibles avec la volonté environnementale de la société. Et donc finalement, on s'est dit que ça serait mieux de vendre le service de traitement de déchets, comme ce se fait d'ailleurs au niveau des sites d'enfouissement, et de dire moi je viens avec mon installation chez vous pour traiter le déchet, et vous me payez à chaque tonne qui passe dedans. Alors c'est mes clients, c'est donc les industriels du recyclage ou les villes qui opèrent la machine. Mais à chaque fois qu'ils opèrent la machine, ils me doivent une rente qui rentabilise la machine, qui rentabilise les consommables et tout ça. Et donc c'est un modèle qui est économiquement très intéressant pour des investisseurs parce que c'est le même titre que Netflix et compagnie. Dès que vous avez acquis un client, vous savez que l'année prochaine il va être encore là et ensuite encore là. Donc vous n'avez pas de variation de chiffre d'affaires très importante. Alors que quand vous vendez des équipements, si vous en vendez 25 l'année prochaine mais plus l'année d'après, c'est moins prévisible, quoi. Donc voilà, à peu près l'état des lieux. Et donc levée de capital. Oui, du coup levée de capital. Alors levée de capital déjà initialement parce que le temps de faire la R&D et faut payer les personnes et payer la R&D. Donc on a fait 3 levées de fonds successives
de 500 000 euros, 2,5 millions et là 20 millions d'euros cette année. L'année prochaine, on doit relever 80 millions d'euros. Donc ça, c'est du capital purement pour l'entreprise, quoi, pour payer les salaires et compagnie. Et il y a et puis pour payer les infrastructures de production aussi, parce que ça coûte. Et ensuite, il y a du coup du capital qui est dédié à, comme je vous ai dit, normalement, quand on vend l'installation, c'est le client qui porte le capital. Là, du coup, c'est moi qui dois le porter. Donc les 25 millions, c'est moi qui les porte. Et donc là, on a trouvé des modèles d'investissement intéressants où en gros, on met les usines qu'on va exploiter dans des sociétés à part pour pas diluer notre capital avec des flux d'investissement incessants. Et donc, on propose à des investisseurs des rentabilités intéressantes juste sur l'exploitation de ces fossilisateurs-là. Ce qui me permet, moi, de pas avoir à porter ce capital-là, mais de continuer à bénéficier des rentes associées. Moi, en gros, c'est comme si vous faisiez du leasing. Moi, je perçois tant d'euros la tonne à chaque fossilisateur qui tourne. Et je leur dois tant d'euros la tonne. Et je marche sur la différence entre ce que je dois à mes investisseurs et ce que me doivent mes clients. Alors du coup, en passant, j'imagine aussi un peu changement de métier. Enfin, on est innovateur, on est dans la R&D. Maintenant, on a une entreprise qui lève des dizaines de millions d'euros, 70 salariés. Donc voilà, dans le cycle de vie de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est un changement de métier aussi. Ouais, en termes de structuration, c'est très fort parce que, on peut plus rien faire tout seul déjà à ce niveau-là. Il faut intégrer les équipes très très vite. Là, je vous dis, on est 70 et on sera 120 à la fin de l'année. Donc, on n'a qu'à compter, mais ça fait pas beaucoup de monde en pas beaucoup de mois, et ça va pas s'améliorer. Donc, on a commencé par embaucher des RH déjà parce que c'était compliqué sinon. Donc là, on en a 4. Donc, ils tournent à plein régime tout le temps. Et oui, structurellement, ça veut dire que il faut commencer à mettre des process dans tous les sens. C'est toute l'agilité qu'on a au tout début, on est en train de la perdre forcément. Alors l'idée c'est de mettre des process qui permettent de garder cette agilité, mais rien que dans la communication interne. Là nous aujourd'hui on est on est dans la même zone industrielle de la petite ville où j'habite, mais on va être sur 4 sites parce que il faut qu'on acquiert des locaux petit à petit. Alors on est en train de faire construire un gros site industriel de production et pour les sièges sociaux et tout. On sera sur 11 hectares, mais on sera chez nous tout seul, donc ça sera pas mal. Mais en attendant, faut courir après les bonhommes. Donc c'est vraiment des contraintes nouvelles. Je pense qu'on aura passé ce cap d'ici 6 à 12 mois. Parce que là, on aura des installations commerciales qui tournent, on aura des clients où on sera moins aussi dans le comment dire ça proprement, dans la démerde quoi, parce que vous avez un nouveau process industriel, forcément ça plante dans tous les sens. Enfin c'est comme les boîtes de la tech. Au début, le code il bug beaucoup. Dans l'industrie, c'est pire parce que quand il y a une pièce qui marche pas et qu'on se rend compte qu'on a un peu mal fait, faut attendre de se faire livrer les nouvelles pièces. Donc c'est le truc qui va nous attendre pour les 6 prochains mois. Donc c'est la confrontation au réel aussi. Ça va être compliqué, mais quand on prépare tout le monde, ses investisseurs, ses équipes, normalement, on sait qu'on va avoir des pépins, donc ils font moins mal. Mais je pense que pour le coup, dans 6 mois, 1 an, on sera sur un régime plus de développement commercial, de croissance commerciale, et peut-être aussi à atteindre des objectifs de rentabilité. Aujourd'hui, moi, la rentabilité, je m'en fiche un peu. C'est pas ça que je cherche à démontrer. Mais dans 1 an, dans 2 ans, la rentabilité, ça va être ce qui va commencer à déterminer mes futures levées de fonds. Là, moi, ma prochaine levée de fonds, elle va surtout être déterminée par est-ce que mes installations commerciales, elles tournent bien sur les rendements qu'on attend. Le fait que ma société perde 15 millions par an, tout le monde s'en fout dans l'idée. D'accord, et la perspective, donc là on a vu le court terme, la fin de l'année, 150 salariés, on voit à peu près à 1 an. Est-ce que tu te projettes déjà, je sais pas, 3-4 ans? On dit que souvent, au bout de la 5e année à peu près, il y a des moments difficiles, t'en es à 3-4 ans. Comment tu vois le développement de la société? Alors si vous trouvez un start-upper qui arrive à vous prévoir sa vie à plus de 3 ans, je pense que soit il est très confiant, soit c'est bizarre son truc. Moi, l'idée, au-dessus de 3 ans, je pense, à 3 ans, 2-3 ans, on va pouvoir attaquer des nouveaux marchés, à la fois à l'international, en Europe, mais aussi sur d'autres gisements de déchets, parce qu'il faut adapter la technologie un peu à chaque grand gisement de déchets. Et j'ai plus de temps, donc moi, mes grandes lignes, on va dire, c'est mon objectif à 5 ans, c'est à peu près
je vais pas dire de conneries, mais à peu près 1 million de tonnes de déchets traités par an. Et en termes de chiffre d'affaires, on est sur de l'ordre de on va dire 200 millions de chiffre d'affaires. C'est les objectifs, mais après, ça rip. Donc on se revoit l'année prochaine pour faire le point. Merci beaucoup. Si je suis pas mort d'ici là.